Quand on pense aux grands événements sportifs, on imagine tout de suite le terrain, les athlètes, le score. Mais en réalité, ça ne se joue pas que là. En coulisses, il y a une autre compétition tout aussi féroce. C'est une véritable bataille d'histoire, une guerre pour le contrôle de la perception. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui fait vraiment la différence? Qu'est-ce qui décide de l'issue d'une compétition de haut niveau? La réponse, on va le voir, est devenue beaucoup plus complexe qu'on ne le pense. En fait, on a deux champs de bataille. D'un côté, bien sûr, il y a la performance sur le terrain, la performance athlétique pure. Et de l'autre, il y a la bataille du récit médiatique. Ce qu'on va décortiquer ensemble, en se basant sur une analyse très fine de Hicham El Adnani, c'est comment ce second champ de bataille est devenu absolument aussi crucial que le premier. Allez, on y va. Notre parcours va se dérouler en 4 temps. D'abord, on va poser le décor, comprendre ce qu'est ce match de l'influence. Ensuite, on va disséquer une attaque narrative très concrète. Puis, on prendra un peu de hauteur pour voir l'arme médiatique comme un outil géostratégique. Et enfin, on regardera comment construire une riposte efficace. La dernière Coupe d'Afrique des Nations en a été une illustration parfaite. Cet événement a vraiment mis en lumière une toute nouvelle dimension de la compétition, une compétition géopolitique qui se joue à travers le sport. Et donc, le point central, il est là. La capacité à maîtriser le récit, à imposer sa propre histoire est devenue un enjeu stratégique majeur. C'est tout aussi déterminant, aujourd'hui, que la préparation technique ou logistique d'une équipe. C'est une vraie question de pouvoir. Pour que ce soit bien concret, on va analyser une campagne narrative bien précise, très coordonnée, qui a visé l'équipe nationale du Maroc pendant cette compétition. Voilà l'idée qui a été martelée, répétée en boucle dans des médias très influents, des semaines avant même le début du tournoi. Une petite phrase, sans aucun fondement factuel, mais qui a été conçue pour une seule chose, s'installer dans les esprits. Et c'est là qu'on touche au cœur des stratégies d'influence modernes. La vérité des faits, finalement, elle passe au second plan. L'important, c'est la puissance de diffusion. Si on répète un récit assez fort, assez souvent, par assez de canaux différents, il finit par créer sa propre réalité dans la tête des gens. Et attention, ce n'est pas du hasard, c'est une mécanique bien huilée qui se déroule en 4 étapes. Étape 1, on installe le doute, juste une petite graine. Étape 2, on amplifie, on répète. Étape 3, on légitime en faisant en sorte que l'info apparaisse dans des sources qui ont l'air indépendantes. Et enfin, l'étape 4, le récit se cristallise. Il devient une perception dominante, une sorte de vérité que plus personne ne remet en question. Mais pourquoi faire tout ça? L'objectif, il est psychologique. C'est d'épuiser l'adversaire mentalement. Forcer l'équipe et son staff à se justifier en permanence, à répondre à une polémique créée de toutes pièces. Ça détourne l'énergie, ça use, et ça peut même semer la zizanie en interne. C'est redoutable. Bon, maintenant qu'on a vu ce cas précis, élargissons un peu la perspective. Parce que cet incident y révèle quelque chose de beaucoup plus profond. Un énorme déséquilibre stratégique dans le monde de l'information. Le concept clé ici, c'est celui d'asymétrie informationnelle. En clair, qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple. Si un pays n'a pas ses propres grands médias, ses propres relais puissants à l'international pour porter sa voix, eh bien il est en position de faiblesse. Il est condamné à subir les histoires que les autres racontent sur lui. Et des exemples, il y en a. Quand on regarde des plateformes comme Al Jazeera pour le Qatar, France 24 pour la France ou encore RT pour la Russie, il ne faut pas se leurrer. Ce ne sont pas juste des chaînes d'infos. Ce sont des véritables instruments d'influence, des leviers qui permettent à ces pays de façonner les perceptions dans le monde entier. Et ça, c'est un point absolument essentiel. On peut dépenser des fortunes pour construire des stades ultramodernes, avoir une organisation parfaite, mais si on ne construit pas en parallèle une infrastructure narrative capable de défendre et de promouvoir son propre récit, tout l'investissement physique peut être anéanti par une simple attaque informationnelle. D'accord. Face à cette réalité, qu'est-ce qu'on fait? La question n'est plus de savoir comment se défendre. Il faut aller plus loin. Il s'agit de développer sa propre capacité à passer à l'offensive sur le terrain de l'influence. Pour ça, l'analyse dégage 4 chantiers prioritaires. Premièrement, la base, développer ses propres médias internationaux. Deuxièmement, former des experts qui maîtrisent ces nouvelles règles du jeu. Troisièmement, et c'est crucial, coordonner tout le monde, le sport, la diplomatie, les médias. Et enfin, le plus dur sans doute, changer de mentalité. C'est toute la différence entre être toujours en réaction, passer son temps à éteindre les incendies allumés par les autres, et avoir une stratégie proactive, c'est-à-dire construire son propre récit, imposer ses propres thèmes, bien en amont, avant même que les crises n'éclatent. Finalement, si on devait tout résumer en une phrase, ce serait celle-ci. Dans le monde d'aujourd'hui, la perception n'est pas juste une opinion,
elle façonne la réalité. Elle est la réalité pour beaucoup de gens. Et gagner cette bataille de la perception, ce n'est plus une option, c'est un impératif stratégique. Et ça nous laisse avec une dernière question, pour réfléchir. Le sport, ici, n'est qu'un exemple, un terrain de jeu. Mais cette guerre de l'influence, elle se joue partout, en économie, en diplomatie, dans la culture. La vraie question, ce n'est pas de savoir si ça va arriver ailleurs, c'est de savoir où sera la prochaine arène.